Malgré son air vieillot et malpropre, il inspirait le respect. C'est la première phrase du roman dont je vous parle aujourd'hui. C'est un roman qui fait partie d'un de mes défis. Je me suis lancé 9 défis littéraires cette année. L'un d'eux était de voyager par les livres parce que je n'aime pas voyager en personne. Alors, la casanière que je suis a décidé de faire le tour du monde en livres et ici, je me suis arrêtée en Amérique du Sud avec un livre de José María Arguedas qui s'appelle Les fleuves profonds, Los Ríos Profundos. C'est un roman qui a été écrit en 1958, donc c'est pas hier. L'auteur est né au tout début du 20e siècle, en 1911, dans les montagnes péruviennes. Il est né de parents hispaniques. On a au Pérou 2 cultures qui se côtoient. Il y a la lignée plus hispanique des conquistadors à l'époque et il y a la lignée des indigènes, donc les Indiens qu'on les appelle dans le roman aussi, qui parlent le quechua et les hispaniques, eux, parlent le castillan. Donc cet auteur-là est de la lignée des castillans. Mais tout petit, il a grandi avec les Indiens. Il a appris le quechua. Il est décédé en 1969 par suicide. Donc, ce roman-là a été assez marquant. J'en ai déjà entendu parler comme étant un classique de la littérature péruvienne. On pourrait le décrire comme un roman initiatique. On a ici affaire à un jeune de 14 ans qui est le narrateur de l'histoire, qui s'appelle Ernesto. On découvre le monde à travers ses yeux d'adolescent. Ce livre-là s'est ramassé entre mes mains à cause du défi des continents. Ce livre-là, je le traîne dans ma bibliothèque depuis que j'étais libraire, donc ça fait environ 25 ans. De déménagement en déménagement, de boîte en boîte, de tablette en tablette, il m'a suivi partout. Je l'avais commencé 2 fois pendant ces années-là et les 2 fois, je l'avais laissé tomber. Je me suis dit que ce tour du monde était l'occasion de l'ouvrir une bonne fois pour toutes. En plus, j'ai avec le Pérou un rapport tout particulier puisque mon père est péruvien. Je sais, j'ai pas la gueule d'une péruvienne. Bon, OK, j'ai appris quand j'avais 15 ans que c'est pas mon vrai père du tout et que mon vrai père est franco-ontarien. C'est beaucoup moins romantique. Mon père étant péruvien, j'ai grandi avec une belle famille péruvienne. J'ai voyagé au Pérou quand j'étais petite. Je parlais couramment l'espagnol. J'ai tout oublié depuis. J'ai grandi là-dedans, donc. Ce qui donnait à cette œuvre-là une épaisseur de plus, si on veut. Même si je ne vois plus mon père depuis de nombreuses années, j'ai pas pu m'empêcher de quand même penser à lui avec un sourire tendre parce que, c'est une partie de son histoire. C'est une histoire qui se passe dans un temps quand même assez restreint. Je pourrais quand même dire qu'il y a 4 grands segments à cette histoire. La première partie, en fait, c'est un grand voyage qu'on fait avec Ernesto et son père. Son père est un avocat itinérant. C'est un roman qui a été décrit par les critiques comme étant très fortement autobiographique. Donc, le jeune Ernesto serait en fait José María à bien des égards. Le début du roman, c'est le voyage de Ernesto avec son père et c'est, mais alors là, magistral. J'étais avec eux. C'est incroyable à quel point cette plume était d'une efficacité pour me faire voyager. On dirait que il y avait quelque chose d'hypnotisant dans cette plume-là et le début du roman, quand on voyage, c'est complètement captivant. Si jamais vous voulez voyager au Pérou gratuitement, je vous suggère au moins les premières pages de ce roman-là jusqu'au quart. La deuxième partie du roman, en fait, le père d'Ernesto le laisse dans un collège religieux pour aller essayer de trouver du travail dans une ville dans un village plutôt qui est très éloigné. Le village où le collège se trouve s'appelle Abanque, en tout cas. Et là, c'est la deuxième partie du roman qui commence. On voit Ernesto qui fait connaissance avec ses compagnons de collège. Il y a des enfants qui viennent de la lignée castillane, si on veut, et des enfants qui viennent de la lignée quechua aussi.
On entend parler les 2 langues. Ernesto a des amis qui font partie des 2 cultures et ça donne lieu à toutes sortes de rivalités, parfois un peu aussi à de la violence. Donc ça donne un portrait de ce mélange des cultures, mais à un âge très tendre encore. La 3e partie du roman, elle concerne ce qu'il appelle la révolte des chicheras. Les chicheras, ce sont des femmes, des tenancières de bars, si on veut. Les bars en question, ça s'appelle des chicherillas. Et les chicheras, à un moment donné, se révoltent à cause de la distribution du sel. Suite à cette révolte, la garde va être déployée. Ça donne lieu à tout un tas d'événements dont va être témoin le petit Ernesto. Et la dernière partie du roman, un peu plus difficile, on est témoin en fait de l'épidémie de typhus qui a fait des ravages dans les montagnes péruviennes à cette époque. Je voudrais juste quand même dire au cœur sensible qu'il y a des scènes assez difficiles à lire. Franchement, là, c'est pas facile. Avec une plume efficace comme celle de Monsieur Arguedas, c'est assez violent. C'est une petite mise en garde. À travers cette histoire-là, on sent bien que l'auteur veut nous parler d'un sujet qui le préoccupe, le passionne, l'habite et l'a habité toute sa vie, c'est-à-dire le partage des 2 cultures péruviennes. C'est évidemment le thème qui traverse toute l'œuvre. Comment s'articule la vie sociale autour de ces 2 cultures, avec les dominants d'un côté, les dominés de l'autre. On sent toute la tendresse que l'auteur a pour les Quechua, les Indiens. Je m'excuse de dire Indiens, je sais que ce n'est plus très en vogue, mais dans le roman, ils sont nommés ainsi. Mais pour autant, l'auteur ne va pas non plus démoniser l'autre culture, qui est la dominante, qui est parfois cruelle, c'est vrai, mais il y a beaucoup de représentants de cette culture-là qui sont tout à fait bienveillants. Donc, c'est pas tout noir et tout blanc, là, c'est très, très nuancé. Un thème évident qui traverse l'œuvre, j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est la nature. La nature, elle est partout. Sa présence crée l'ambiance. La nature, d'ailleurs, présente un petit côté chamanique pour communiquer avec son père qui est dans un village, mon Dieu, à je ne sais combien de kilomètres d'où il se trouve. Ernesto va se poster des fois près d'un fleuve ou encore au haut d'une montagne et il va chanter et il décrit les éléments comme étant porteurs de son message, que son message rejoigne son père. Évidemment, c'est sa vision adolescente de la vie, mais il n'est jamais dit nulle part que le message se rend pas. C'est pas dit qu'il se rend non plus, mais c'est pas dit qu'il se rend pas. La nature a ce pouvoir. Elle est fusionnelle avec l'être humain. Les fleuves torrentiels avec une force incroyable, un bruit déchirant quasiment, là, un grondement assourdissant. Les arbres aussi, les oiseaux, les chants des oiseaux, la chaleur étouffante ou le froid, parce qu'il y a des variations de température assez incroyables dans les montagnes péruviennes. C'est difficile à décrire à quel point cette nature est un personnage en soi. Un autre personnage qui peut paraître un peu surprenant dans ce roman-là, c'est la musique. Le père de Ernesto, autant que Ernesto et Arguedas lui-même, sont des grands amoureux du chant folklorique qu'on appelle le huaynos. 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 Je ne sais pas comment ça se prononce. Mon espagnol est très, très loin. La musique, autant que les éléments de la nature, devient elle aussi complètement fusionnelle avec l'âme humaine. Et la musique, elle aussi, est transportée par les éléments de la nature. La musique et la nature forment souvent une espèce de duo très, très fort. C'est une expérience à vivre. Ouais. Je vous dirais que cette belle histoire, belle, en tout cas, forte histoire, parce que c'est pas toujours la joie, est portée par une plume magistrale. Il y a beaucoup de phrases, de tournures, de mots qui font appel au sens, qui n'est pas étranger au fait
qu'on est complètement immergé dans la nature, dans les fleuves torrentiels, dans la musique qui s'élève, au-dessus des montagnes. Une chose que j'aime beaucoup faire quand je lis, c'est de m'arrêter chaque fois que je rencontre un mot que je ne connaissais pas. Donc, j'arrête systématiquement ma lecture et je Google. Mais ce que je fais aussi, c'est que je les prends en note. Il y en a qui collectionnent des cartes de hockey, il y en a qui collectionnent les porte-clés, les roches. Moi, je collectionne les mots, les beaux, les lettres aussi, les drôles. Donc, je voudrais partager avec vous ce petit florilège de mots pêchés ici et là dans ce magnifique roman. Je vous les lance comme ça. Incassique, péon, torchis, pampa, cholet, alcade, manade, fausset, retable, albâtre, palanquin, tumulus, margelle, brandon, arceau, pincouillou, effrangé, brandebourg, dolman, wacrapoucou, prosénium, tarabiscoté. Ce n'est que quelques-uns des mots que j'ai pêchés dans ce magnifique roman de José María Arguedas. Je pense que c'est assez évident que j'ai vraiment adoré ce roman. J'ai été emmenée dans un monde complètement nouveau pour moi, le dépaysement total, autant par la force de description de la nature que par une espèce de vision un peu magique de la vie, presque mystique. Et c'est pas des zones dans lesquelles j'ai l'habitude de flotter par moi-même. Je donne à ce livre-là un bon 4,7 sur 5. Ça existe-tu un livre qui fait 5? J'aimerais bien dédier cette lecture. Il y a des auteurs qui dédient leurs œuvres. Les lecteurs pourraient bien dédier leur lecture aussi. J'en profite pour dédier cette lecture-là à mon père parce que ça m'a permis de connecter un peu avec lui après des années et des années de silence. Je suis quand même contente d'avoir pu aller un petit peu à sa rencontre par le biais de ce livre-là. J'aime bien terminer mes petites revues de lecture en laissant la parole à l'auteur. Je vous lirai un petit passage qui va vous donner une idée de ce style dont je vous ai parlé. Juste avant, je voudrais vous mettre en contexte. Le petit extrait que je vais vous lire parle d'une cloche. C'est une cloche mythique. Elle s'appelle la Maria Angola. La Maria Angola est une énorme cloche qui a été fondue avec de l'or. Et cette cloche a un son inimitable, très grave. Donc, elle est entendue à des kilomètres à la ronde. C'est la cloche qui domine la cathédrale de Cusco. Donc, voici un petit extrait qui concerne cette cloche. Ernesto est à Cusco, sur la place devant la cathédrale. La voix de la cloche se fit de nouveau entendre, et il me sembla voir devant moi l'image de mes protecteurs, les alcades indiens, Don Maiwa et Don Victor Poussa, à genoux devant l'église de torchis blanchie à la chaux de mon village, dans la lumière d'un crépuscule qui chantait encore plus qu'il ne resplendissait. Sur les térébinthes, les aigles, les Wamanchas redoutés, dressaient la tête pour se saouler de lumière. Je savais que la voix de la cloche s'entendait à 5 lieues à la ronde. Sur place, ça devait être insoutenable. Mais non. Elle s'élevait lentement, à longs intervalles, et son chant s'amplifiait, bravait les éléments, jusqu'à ce que tout se transformât en cette musique cusqueigne qui ouvre les portes de la mémoire. Ça donne une bonne idée de la plume de cet auteur. Sur ces belles paroles de Monsieur Arguedas, je vous souhaite une semaine de belles lectures et de beaux moments, quoi qu'ils soient, où qu'ils soient vécus et comme qu'ils soient vécus. On se revoit tout bientôt.